Lors de mon mariage, ma sœur m'a jeté le verre et a dit, à la fraude familiale en blanc. Ma mère s'est précipitée vers elle, disant, elle ne le pensait pas. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai gelé le compte bancaire partagé. Mais à 8h40, ils ont eu la vraie nouvelle. L'université avait retiré son inscription. Paiement échoué. Ma mère a appelé en criant. Tout était parfait jusqu'à ce que ma sœur Alissa entre. Il y avait cette atmosphère incroyable, douce, lumineuse, presque cinématographique. Les gens étaient sincèrement heureux pour nous. Pas juste un bonheur poli, mais le genre de bonheur qui vient de savoir que vous avez gagné quelque chose. La cérémonie s'était déroulée sans accroc. Julia était à couper le souffle. Le lieu brillait sous les lumières douces, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Puis elle est arrivée en retard, bruyante, et enveloppée de blanc. Pas blanc cassé, pas champagne ou perles. Non, une robe de mariée blanche, longue et dramatique. Elle s'en fichait. Elle ne s'en soucie jamais. Alissa est entrée comme si toute la journée avait été à son sujet. Et d'une manière ou d'une autre, sans rien dire au début, elle a juste aspiré l'énergie de la pièce. Même la musique a semblé fléchir pendant une seconde. Les gens ont fixé. Quelqu'un s'est même tourné vers moi et m'a demandé si c'était une blague. Et pourtant, nous avons fait semblant de devoir le faire. Julia ne méritait pas que sa soirée soit détournée par les théâtralités de ma sœur. Je n'arrêtais pas de la regarder, m'attendant à moitié à ce qu'elle pleure ou s'énerve, mais elle ne l'a pas fait. Elle souriait juste aux gens, me tenait la main et maintenait l'ambiance vivante comme la reine absolue qu'elle est. Cela l'a rendue pire pour moi, sachant combien d'efforts elle faisait pour prétendre qu'Alissa n'existait pas. Alors, j'ai fait de même. J'ai ri quand j'étais censé rire. J'ai dansé. J'ai remercié les invités. J'ai posé pour des photos dans lesquelles je ne voulais plus être. Tout cela ressemblait à marcher sur du verre. Ce qui était censé être la nuit la plus heureuse de nos vies s'est transformé en ce test d'endurance émotionnelle silencieux parce qu'Alissa s'est assurée que nous devions faire comme si de rien ne s'était passé. Et nous le savions tous. Nous avons traversé le dîner, les danses, les discours. Les gens continuaient de me demander si j'allais bien. Certains d'entre eux remarquaient, d'autres devinaient juste que quelque chose n'allait pas. Je les ai rejetés. Je n'allais pas laisser Alissa gagner en transformant la nuit en un gâchis. Mais elle n'avait pas besoin d'une heure entière. Elle n'avait besoin que de 10 secondes. Vers la fin de la réception, alors que les choses commençaient à redevenir normales, Alissa s'est levée de son siège avec un verre de vin rouge. La musique était douce. Tout le monde riait. Quelques invités faisaient encore des toasts spontanés. Je pensais que peut-être, juste peut-être, elle allait essayer de rectifier les choses, faire semblant d'être gracieuse pour les apparences. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers Julia, pas vers moi, et a dit, à la fraude familiale en blanc. Et avant que quiconque puisse réagir, elle a jeté le vin. Elle n'a pas visé Julia. Elle m'a visé. Ça m'a frappé de plein fouet. Le rouge foncé a éclaboussé ma chemise blanche, trempant ma veste, dégoulinant sur ma cravate. C'était si rapide, si délibéré que les gens ne l'ont même pas compris tout de suite. Mon oncle a réellement ri, pensant que c'était une blague avant de réaliser que ce n'était pas le cas. Puis le silence. Quelques personnes se sont levées. Une des cousines de Julia a laissé tomber son verre. Et ma mère, Dieu ait pitié de moi. Elle a couru vers Alissa, la saisissant par le bras, marmonnant frénétiquement. Elle ne le pensait pas. Bien sûr qu'elle le pensait. Alissa ne laisse jamais sa colère tranquille. Elle brûle toujours toute la pièce juste pour avoir l'impression d'être celle qui se tient sur les cendres. Je n'ai rien dit. Ni à elle, ni à ma mère, ni à personne. Je me suis juste éloigné, nettoyé, changé pour les vêtements de rechange que j'avais gardés au cas où quelque chose arriverait. Pas pour ça, juste pour un renversement ou un accident ou peut-être de la sueur. Pas ça. Et puis je suis revenu en souriant, en faisant semblant encore, parce que Julia méritait de se souvenir de la nuit comme parfaite, peu importe à quel point ma sœur essayait de l'empoisonner. Mais à l'intérieur, j'ai pris une décision. C'était la dernière fois qu'Alissa m'humilierait. Après que tout le monde soit parti, après que le lieu ait été vidé et que Julia se soit endormie à mes côtés, toujours radieuse, toujours heureuse, je suis resté éveillé.
Je me suis connecté au compte bancaire partagé, celui qu'Alissa avait accès, celui que j'avais financé pendant des mois pour les frais de scolarité, le loyer, les urgences, tout. Le compte qui empêchait sa vie de s'effondrer pendant qu'elle jouait à être une victime. Je l'ai gelé, tout bloqué. Sans avertissement, sans préavis. À 8h40, son école lui a envoyé un email. Dernier paiement rejeté. Inscription retirée. À 8h41, mon téléphone a sonné. C'était ma mère qui criait. Je n'ai pas répondu à l'appel. Pas tout de suite. J'ai regardé sonner pendant que j'étais assise au comptoir de la cuisine en sirotant mon café. Julia dormait encore à l'étage, et je ne voulais pas apporter ce chaos à notre premier jour complet en tant que couple marié. Au moment où je décrocherais, cela commencerait. Les questions, le chantage émotionnel, la fausse inquiétude superposée à la rage. Ma mère commencerait par dire à quel point Alissa était dévastée, puis pivoterait sur la façon dont j'avais réagi de manière excessive. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Alors, j'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis, elle a appelé encore et encore. Au 5e appel manqué, un message texte est arrivé, une seule phrase. Demande-lui, que as-tu fait à ta sœur? Comme si j'avais fait quelque chose. J'ai répondu par un seul mot. Rien. Parce que je ne l'avais vraiment pas fait. Pas avant maintenant. Et même cela ne ressemblait pas à de la vengeance. Cela ressemblait à de la correction. Pendant trop longtemps, j'avais fait des pieds et des mains pour empêcher la vie d'Alissa de s'effondrer. Elle a dilapidé ses économies l'année dernière dans une sorte de pyramide que son ami lui a proposée. Je l'ai sauvée. Elle a manqué la date limite de la bourse pour l'école. J'ai couvert ses frais de scolarité. Elle a accidenté sa voiture et n'avait pas d'assurance. Je l'ai aidée à trouver une location. Elle ne m'a jamais dit merci. Elle agissait juste comme si c'était son dû. Mais ce qu'elle a fait au mariage, cela a franchi une autre étape. Et pour une fois, je l'ai laissé faire face aux conséquences. Avant midi, mon père a également appelé. Contrairement à ma mère, il n'était pas dramatique, mais il était direct. Il m'a demandé si je comprenais à quel point c'était grave, qu'Alissa n'avait aucun moyen de résoudre cela maintenant, que l'université ne ferait pas d'exception parce que son frère était mesquin, qu'elle pourrait perdre tout le semestre, peut-être l'année. J'ai dit, bien. Silence au bout du fil. Puis il a dit quelque chose comme, tu ne le penses pas. Et je lui ai juste dit qu'il ne me connaissait visiblement pas très bien. Ce fut le moment où les choses commencèrent à changer. Parce que pendant des années, il m'avait vu comme celle qui pouvait tout absorber, celle qui ne perdait jamais le contrôle, qui payait toujours, pardonnait toujours, maintenait toujours la paix. Et il comptait là-dessus. Ils ont construit leur confort là-dessus, sur moi. Maintenant, j'étais le problème. Mais ils ne savaient pas tout, car geler le compte, ce n'était que le début. Plus tard dans l'après-midi, je me suis connecté au portail d'assurance et les retiré du régime de santé auquel je l'avais ajouté. Elle n'a jamais payé un centime pour cela, et ce n'était censé être que temporaire, juste jusqu'à ce qu'elle se prenne en main. Elle était inscrite depuis près de 2 ans. Silencieusement, j'ai fermé cette porte aussi. Puis je suis allé dans le portail des prêts étudiants, celui lié à mon nom et j'ai changé les paiements automatiques que j'avais configurés pour ces minimums. Je les ai annulés. Ils tomberaient en défaut dans un mois à moins qu'elle ne se manifeste. Je ne lui ai rien dit et je n'ai rien publié à ce sujet en ligne. Je n'ai pas fait de scène ni essayé de l'embarrasser comme elle l'avait fait avec moi. J'ai juste laissé le sol sous ses pieds tomber doucement. Parce que voici ce que personne dans la famille ne voulait admettre. La stabilité entière d'Alissa venait de moi. Chaque bonne chose qu'elle avait été soit héritée de la grâce de quelqu'un d'autre, soit sauvée lorsqu'elle l'avait gâchée. Et quand elle a décidé de m'humilier au moment le plus sacré de ma vie, c'était sa façon de liquider ses dernières cartes de crédit. Au dîner, Julia m'a demandé si je voulais parler de ce qui s'était passé. Je lui ai dit que tout était déjà réglé. Elle n'a pas demandé de détails, mais elle a souri un peu. Les 2 jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Plus d'appels hurlants. Pas de messages vocaux dramatiques, juste du silence, ce qui était presque pire parce que je savais ce que cela signifiait. Ils se regroupaient, essayant de trouver comment faire tourner ça, comment me ramener dans le rang. J'étais sorti des rails. Cela les effrayait plus que tout.
Mais le silence n'a pas duré. Au 3e jour, il a commencé. Il a commencé petit. Ma mère m'a envoyé par SMS une photo de l'ancienne lettre d'admission d'Alyssa, comme si cela faisait d'une certaine manière un argument pour me dire pourquoi je devrais tout arranger. Puis un message disant que les gens font des erreurs et que le stress affecte les gens de différentes manières et que les mariages peuvent être émotionnels. Aucune mention du vin, aucune excuse, juste des phrases passives tournant autour de ce qui s'était passé comme s'il s'agissait de météo. J'ai tout ignoré. Puis elle a escaladé. Elle a envoyé un message à Julia sur Instagram. C'était nouveau. Elle m'a traité de contrôlante, a dit que je punissais Alyssa et a sous-entendu sans le dire directement que Julia devrait faire attention aux signes de ce comportement. Julia me l'a lu à voix haute pendant que nous nous brossions les dents. Nous nous sommes regardés dans le miroir et avons ri. C'est là qu'il est devenu clair qu'ils n'essayaient pas de me faire pardonner à Alyssa. Ils essayaient de me faire honte pour me faire me conformer. J'ai finalement envoyé un message à ma mère, une seule phrase. Si elle s'excuse directement auprès de Julia, j'envisagerai d'en parler. Aucune réponse parce qu'Alyssa ne s'excuse jamais. Pas quand elle a tort, surtout pas envers d'autres femmes. Puis est venue la brigade des cousins. Texte de gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Message long avec une fausse chaleur comme « Salut mec, on ne s'est pas parlé depuis un moment, mais je voulais juste dire. » Tous essayant de m'adoucir, de me convaincre, de me rappeler à quel point la famille était proche. Comment Alyssa m'avait toujours admiré. Comment c'était juste un mauvais moment, un faux pas, un malentendu. L'un a même écrit « Tu sais comment elle est. Tu es la personne stable. Nous comptons sur toi pour tout remettre en ordre. » Voilà. Tu es la personne stable. Cette phrase m'a énervé plus que tout parce que oui, j'ai toujours été la personne stable. Celle qui se présente, paie à temps, répare ce qui se casse, avale chaque insulte pour maintenir la paix. Et il s'attendait à ce que je le fasse encore comme à l'horloge. Mais je ne le faisais pas cette fois. Pas après ce qu'elle a fait à Julia. Pas après tout ce que j'ai supporté pendant des années pendant qu'Alyssa créait le chaos et s'attendait à des parades en retour. Alors j'ai commencé à faire des démarches. J'ai appelé l'université et j'ai confirmé ce que je savais déjà. Sa place était perdue. La date limite de paiement finale était passée. Sa place avait été offerte à la personne suivante sur la liste. Puis j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Son logement universitaire était lié à son inscription, ce qui signifiait qu'elle avait 2 semaines pour quitter les lieux. Elle ne l'avait dit à personne encore. Alors j'ai attendu. Et le 6e jour après le mariage, j'ai reçu le premier message d'Alyssa elle-même. Juste un emoji pouce levé. C'est tout. Pas de mots, pas d'explication, juste un pouce levé comme si c'était une sorte de blague. Comme si tout ce qui se défaisait dans sa vie était encore en dessous d'elle. Toujours d'une manière ou d'une autre ma faute. Je n'ai pas répondu, mais je savais ce qui allait arriver parce qu'elle n'avait pas encore atteint le fond. Et j'avais fini de rattraper sa chute. Le 7e jour, une semaine après le mariage, le premier appel d'Alyssa est finalement arrivé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je voulais voir quelle tonalité elle prendrait. Elle n'a pas déçu. Il n'y avait pas d'excuse, pas de mention du vin. Elle a juste dit qu'elle avait entendu que le compte était gelé et qu'il devait y avoir eu une sorte d'erreur. Elle a dit qu'elle appelait parce que le bureau du logement de son université était bizarre et m'a demandé de régler ça rapidement. Comme si nous étions partenaires commerciaux. Je n'ai pas répondu, mais le lendemain matin, elle a envoyé un autre message disant « On me dit que je dois déménager d'ici vendredi. » Sérieusement? Tu vas laisser ça arriver? Oui, je le faisais. Je ne sais pas ce qu'elle attendait. Peut-être une crise de larmes de ma part. Peut-être Julia Gilles me poussant à être la personne la plus mature, mais ce n'est pas comme ça que ça allait se passer. Julia, pour sa part, avait regardé tout cela se dérouler avec cette force tranquille. Elle ne m'a jamais dit quoi faire. Elle n'avait pas besoin de le faire. Nous étions alignés. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Alyssa a posté une photo sur Instagram. Pas une de ces citations vagues et dramatiques que les gens utilisent lorsqu'ils sont en difficulté. C'était elle souriante, tenant une coupe de vin à nouveau avec la légende « Certaines personnes sont douées pour faire semblant, verre de vin, je suppose que j'ai appris du meilleur. » Et elle m'a tagué.
C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne pensait pas seulement qu'elle pouvait s'en sortir en parlant. Elle pensait qu'elle pouvait contrôler publiquement l'histoire. Me faire passer pour mesquine, sans cœur, froide. Je n'ai pas répondu. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message d'une ancienne collègue disant « j'ai vu le post de ta sœur. Tout va bien ?» Et c'est là que j'ai changé d'avis. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas répondu publiquement. J'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai contacté la fondation de bourse d'études dont elle se vantait toute l'année, celle à laquelle elle avait postulé à la dernière minute après que je l'ai aidée dans le processus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma lettre de soutien avait contribué à la faire avancer. J'avais cautionné sa stabilité, sa maturité, son caractère. J'ai donc envoyé un email pour retirer mon soutien. Je n'ai même pas eu à mentir. J'ai simplement inclus une copie de l'avis de retrait de l'université et leur ai fait savoir que je ne pouvais plus soutenir sa participation au programme. Ils ont posé quelques questions. J'ai répondu poliment et professionnellement. Le lendemain après-midi, elle a également été retirée de la bourse. Elle l'a appris presque instantanément. Elle m'a appelé 3 fois de suite. Cette fois, j'ai répondu. Elle n'a même pas essayé de masquer la panique. Elle a dit que j'avais ruiné son avenir. Que j'étais jalouse de son potentiel. Qu'elle avait des projets, de vrais projets, et que maintenant tout s'effondrait parce que j'étais vindicative. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé le silence planer. Puis elle a demandé ce que cela coûterait. De l'argent, des excuses publiques, que je la laisse publier quelque chose pour clarifier les choses. Elle essayait de négocier comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse offrir. Elle a dit, « Tu ne plaisantes pas. C'est ta sœur. » Et j'ai dit, « Oui, ça avait l'habitude de signifier quelque chose. » Puis j'ai raccroché. Pour le vendredi, elle avait officiellement été expulsée des dortoirs. Je n'ai pas entendu où elle avait fini. Ma mère a essayé de me culpabiliser à nouveau ce week-end. Elle m'a envoyé une photo d'Alissa assise sur le canapé d'une amie avec ses affaires dans des sacs poubelles autour d'elle, mais j'ai remarqué quelque chose en arrière-plan. L'une des boîtes portait mon écriture. De l'année dernière. C'est là que je me suis souvenu que je l'avais emballée pour elle quand elle est allée à l'université la première fois, étiqueté tout, plié ses vêtements. Je me suis assise là à regarder la photo et j'ai réalisé à quel point une partie de ma vie avait été consacrée à maintenir la sienne unie. Plus maintenant. À la fin de cette semaine-là, ce n'était plus seulement Alissa qui se désagrégeait. C'était toute la maudite famille. D'abord, il y a eu les messages de groupe. Un fil de cousins s'est soudainement réactivé après un an de silence, rempli de messages vagues de « Comment vas-tu » et « Je pense à toi » qui ne trompaient personne. Puis le ton réel a glissé. Des choses comme la famille et tout ce que nous avons et peut-être qu'il y a un moyen de se rencontrer à mi-chemin. Puis ma tante est intervenue. Elle a dit, « Oscar, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais geler la vie de quelqu'un comme ça, ce n'est pas normal. Alissa a peut-être fait une erreur, mais c'est extrême. » Extrême ? Le mot m'a fait rire. Personne ne l'a appelé extrême quand j'ai payé sa nourriture après qu'elle ait vidé sa carte chez Trader Joe's. Personne n'a dit que c'était extrême quand elle est arrivée ivre à ma remise de diplôme et a dit à Julia qu'elle était surprise que quelqu'un comme elle puisse me supporter. Personne n'a eu un seul mot pour tout cela. Mais maintenant, quand j'ai arrêté de la protéger, soudainement j'étais la méchante. C'est là que ça a vraiment pris effet. Il ne s'agissait pas de ce qui était juste ou correct. Il s'agissait du système, des rôles que nous avions toujours joués. Alissa était celle qui était instable, celle dont les gens s'inquiétaient, à qui on faisait des faveurs, à qui on pardonnait. J'étais celle qui était responsable, le filet de sécurité, et j'avais coupé le filet. Donc, toute la structure tremblait. Mon père m'a finalement envoyé un message privé. Il n'a pas crié ni discuté. Il a juste posé une question. Veux-tu une relation avec ta famille ou pas ? Cela m'a frappé plus fort que prévu, car jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas considéré ce que cela allait coûter à long terme. Mais dès que j'ai lu ce message, j'ai réalisé quelque chose de froid et de clair. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait un reset. Retour à moi qui paie, moi qui répare, moi qui absorbe. Et si je n'acceptais pas cela, alors j'étais le problème. Alors j'ai répondu honnêtement.
Pas comme ça. Il n'a pas répondu. Puis est venue la vraie surprise. Les parents de Julia se sont manifestés. Sa mère a appelé et a demandé si tout allait bien. J'ai pensé que quelqu'un leur avait dit quelque chose, mais non, c'était juste Julia qui avait mentionné en passant que nous avions des problèmes familiaux. Mais sa mère a immédiatement su ce que cela signifiait. Elle a dit, c'est la semaine de votre mariage. Les personnes qui sont censées vous aimer le plus vous ont montré qui elles sont vraiment. Ne l'ignorez pas. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Ce week-end-là, nous avons dîné avec les parents de Julia. Conversation calme, simple, honnête. Nous leur avons tout dit. Pas de drame, juste des faits. Son père, qui est normalement silencieux, s'est penché en arrière et a dit, « Eh bien, on dirait que vous avez enfin arrêté de jouer le rôle qu'ils vous ont écrit. » J'ai hoché la tête. Et puis il a posé la question que je n'attendais pas. « Alors, qu'allez-vous faire ensuite ?» J'avais été tellement concentré à me détacher d'Alyssa, du système, que je n'avais pas pensé à ce qui venait après. Mais j'avais déjà la réponse parce que j'avais une dernière carte à jouer. J'ai attendu jusqu'à lundi matin. Alyssa n'avait toujours pas rappelé après l'appel. Probablement parce qu'elle pensait avoir déjà brûlé tous les ponts. Mais la vérité était qu'elle n'avait même pas encore vu le feu. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas à son chaos. J'en créais le mien. J'ai appelé la conseillère pédagogique de l'université, celle qui mettait systématiquement en copie toutes les communications d'Alyssa. Elle se souvenait de moi. J'ai posé une question. Alyssa a-t-elle déjà demandé sa réinscription? Elle ne l'avait pas fait, pas même essayé, ce qui signifiait qu'elle n'avait rien. Pas de logement, pas de bourse, pas de cours, pas de travail, et elle n'avait toujours pas dit toute la vérité à nos parents. Je peux le dire parce que s'ils savaient à quel point c'était grave, ils rappelleraient. Au lieu de cela, le silence. Mais je savais que cela ne durerait pas. Mardi 8h03. Alyssa s'est présentée à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. Elle est restée dehors pendant 12 minutes. A frappé 2 fois. Je l'ai regardée à travers le Judas, les bras croisés, prétendant toujours qu'elle ne se désagrégeait pas. Puis, finalement, elle a glissé quelque chose sous la porte. Une lettre manuscrite. Ce n'était pas une excuse. C'était une liste. Littéralement une liste de choses dont elle avait besoin pour se remettre sur la bonne voie. Total des frais de scolarité, estimation du loyer, même une ligne sur 6 mois de stabilité jusqu'à ce que je puisse transférer des crédits. Au bas, elle a écrit, « Je sais que vous ne me devez pas cela, mais je le demande quand même. » Cette ligne m'a interpellé, non pas parce qu'elle était sincère, mais parce que cela signifiait que pour la première fois, elle savait vraiment. Elle savait que je ne lui devais plus rien. J'ai laissé la lettre par terre. Le lendemain, elle a appelé notre mère et lui a enfin tout raconté. Comment elle a perdu son inscription, l'expulsion du dortoir, la bourse, tout. Ma mère m'a appelé ce soir-là en sanglotant. Elle a dit, elle a peur, Oscar. Elle n'a jamais été comme ça. Tu ne sais pas comment elle est en ce moment. Et j'ai dit, je sais exactement comment elle est. Puis j'ai dit la seule phrase qu'ils n'ont jamais entendue de ma part de toute ma vie. Je ne l'aide pas. Pas cette fois. Pas la prochaine fois. Jamais plus. Elle n'a pas crié. Elle a juste pleuré. A dit quelque chose sur le fait que je ne les avais pas élevés pour être si divisés. Je lui ai dit qu'elle m'avait élevé pour croire que j'arrangerais toujours ce qu'Alyssa cassait. Et maintenant elle voyait ce qui se passait quand je ne le faisais pas. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu une autre lettre d'Alyssa. Cette fois, elle était plus courte. Juste un paragraphe. Pas de chiffres, pas de supplications, juste ceci. Je comprends maintenant. Tu ne me sauveras plus vraiment. Je ne sais pas quoi faire. C'était le plus proche d'une excuse qu'elle m'ait jamais donnée. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Je n'ai pas répondu. J'ai juste plié la lettre et l'ai mise dans un tiroir. Pas par sentimentalisme, mais comme un rappel, parce que les gens comme Alyssa ne changent pas quand ils vous blessent. Ils changent quand vous arrêtez d'amortir leur chute. Et j'avais fini de jouer le filet. La fin. 3 semaines se sont écoulées. Le silence était presque troublant. Pas d'appel, pas de message texte, pas de nouvelles de mes parents.
Même les réseaux sociaux d'Alyssa sont devenus silencieux, silence radio, comme si elle avait disparu de la carte. Une partie de moi pensait qu'elle avait peut-être quitté l'État, était retournée auprès de certains amis ou avait sauté de canapé en canapé jusqu'à ce qu'elle puisse atterrir quelque part de doux à nouveau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car un jeudi matin aléatoire, Julia a entendu frapper à la porte. Ce n'était pas Alyssa. C'était son ex, Jason. Je le reconnaissais à peine. Il avait l'air pire que dans mes souvenirs, mince, fatigué, comme si la vie l'avait rongé pendant un moment et avait finalement commencé à l'avaler. Julia m'a appelé doucement, et je suis allé à la porte me demandant pourquoi diable ce type était soudainement de retour dans notre orbite. Il a dit qu'il ne voulait pas de drame. A dit qu'il avait croisé Alyssa il y a 2 nuits. Elle vivait dans un motel payant à la semaine à la périphérie de la ville. Cela seul aurait dû être choquant, mais ce qui est venu ensuite m'a tordu l'estomac. Elle lui a dit qu'elle était enceinte. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste regardé. Parce qu'est-ce que vous êtes censé dire à quelque chose comme ça? Je ne le croyais même pas. Pas parce que je pensais qu'elle mentirait, mais parce que je ne pensais pas qu'elle utiliserait cela. Jason a dit qu'elle ne lui avait rien demandé. Ni argent, ni aide. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de le dire à quelqu'un. Et puis il m'a regardé et a dit quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle a dit, tu es toujours la seule personne qui s'est vraiment occupée d'elle. Et elle sait qu'elle l'a ruinée. Puis il a sorti un papier de sa veste. Une impression pliée d'une clinique. Pas de papier à en-tête officiel, juste un formulaire, le genre que l'on vous remet dans une petite salle d'attente. Grossesse confirmée. 6 semaines. Julia se tenait derrière moi, silencieuse. Jason me l'a tendu comme si c'était un objet maudit qu'il ne voulait plus tenir. Puis il est parti. Pas de questions, pas de demande. Il a juste dit, je pensais que vous voudriez savoir. Et a disparu. J'ai fermé la porte, me suis assise à la table de la cuisine, déplié le papier, l'ai juste regardé, et je n'ai pas ressenti ce que je m'attendais à ressentir. Ni colère, ni culpabilité. J'ai ressenti un soulagement parce que maintenant je savais que cela ne concernait pas seulement les frais de scolarité, le vin ou les bourses. C'était la vie entière d'Alyssa qui se défaisait. Et elle ne me contactait plus pour me manipuler. Elle était en pleine spirale et en silence. Julia s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit non plus. Finalement, j'ai plié le papier et l'ai mis dans le même tiroir que la lettre. Ce tiroir se remplit. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Pas encore. Pas parce que je voulais le cacher, mais parce que, pour une fois, ce n'était pas mon travail de réparer, d'expliquer ou d'absorber. Laissez-les le découvrir par eux-mêmes. Cette fois, j'avais fini d'amortir quoi que ce soit.